Chers élèves, bienvenue dans ce cours du déconfinement numéro 12, séquence 6, comme d'habitude, réécrivons Don Juan. Petit rappel des cours précédents. À propos de Don Juan, il faut toujours se souvenir que ce n'est pas seulement un séducteur, c'est également un aristocrate qui se dit libre penseur. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un libre penseur? Eh bien tout simplement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense par lui-même. Et s'il pense par lui-même, c'est qu'il n'a besoin de rien, ni personne, pour penser à sa place et pour avoir de l'autorité sur lui. Et donc, on comprend bien que c'est pour cela qu'il séduit les femmes. C'est parce qu'il ne fait que ce qu'il désire. Il pense par lui-même et personne ne peut lui dire s'il peut séduire cette femme, s'il peut ou non lui faire telle ou telle promesse qu'il ne tiendra pas ensuite. Voilà. Et donc on comprend bien aussi de la même manière que Don Juan ne croit pas en Dieu. Puisque c'est un libre penseur, il n'a pas besoin d'une instance supérieure pour lui dire que penser. Mais on voit bien que à la fin, Don Juan est tué par la statue du commandeur, qui est une figure, disons, surnaturelle ou divine. Voilà. Je vous rappelle également un petit résumé en quelques lignes. Que contient la pièce, Don Juan, dont on va avoir besoin pour le réécrire? Donc Don Juan, c'est un aristocrate qui vient de quitter Elvire, une femme pieuse, qu'il avait fait sortir d'un couvent pour l'épouser. Et donc il la fuit en disant qu'il s'en est lassé, et projette ensuite de séduire d'autres femmes. Don Juan justifie sa conduite auprès de Sganarelle, son valet, en disant que lui, il est libre penseur, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne croit pas en Dieu, et donc il ne se laissera dicter sa conduite par aucune règle. Mais à la fin, voilà, une divinité qu'il a défiée, la statue du commandeur, le jette dans un abîme d'où sortent des flammes, et Don Juan meurt. Voilà. Voilà comment, très grossièrement, on peut résumer Don Juan. Bon, bien sûr, à l'intérieur de ce résumé-là, il faut comprendre qu'il y a énormément d'autres petites intrigues, voilà, qui vont nourrir le chemin de Don Juan vers la mort. On avait regardé aussi une mise en scène de ce Don Juan, qui est une mise en scène très particulière, où on remarque que Don Juan représente davantage le mal ou la folie que la séduction. Et en cela, Don Juan est assez proche d'un personnage de comics américain bien connu qui s'appelle le Joker. Voilà. Là, dans le Don Juan de Jean Robert Wild, on a l'impression que Don Juan prend plaisir au mal absolu, prend plaisir à faire le mal. Voilà. Je vous rappelle également que Don Juan prend les traits d'un clown, un clown blanc qui est triste et mélancolique, et que l'atmosphère de la pièce, qui se déroule, semble-t-il, dans une île caribéenne, vraiment étrange, inquiétante. C'est pas des endroits dans lesquels on a envie de vivre et de s'épanouir, a priori. Voilà. Je vous demande à présent d'étudier le texte que je vais vous montrer et de repérer ce qu'on appelle les didascalies. C'est une révision de ce que vous avez déjà fait au collège, et après nous verrons la correction. Donc ici, dans ce texte, qu'est-ce qu'une didascalie? Vous avez semble-t-il appris que les didascalies, par exemple, c'est ce qu'il y a en vert. Don Juan, Asganarelle. Asganarelle, ce serait une didascalie. Ainsi que ce qu'il y a en rouge. Le théâtre représente l'appartement de Don Juan. Ce serait une didascalie. Mais en réalité, les didascalies théâtrales, il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus large que ça. La mention acte 4, c'est une didascalie. De même que la mention acte 1. Scène 1, pardon. Ou alors encore, le nom des personnages en orange. Avant la scène, on nous présente les personnages qui vont parler. Donc il y a Don Juan, Sganarelle et Ragotin qui est un laquais de Don Juan. C'est une didascalie. De même, en violet, l'indication que c'est Don Juan qui parle, c'est une didascalie en soi également. Sganarelle aussi. En fait, une didascalie au théâtre, c'est tout ce qui n'est pas dit par les personnages. C'est un ensemble d'indications scéniques
qui servent au metteur en scène, au comédien. Et ces didascalies-là sont rédigées par l'auteur. C'est une indication laissée par l'auteur pour le metteur en scène, les comédiens. Voilà. Je vous rappelle également que les didascalies, ça vient du grec didaskalia, qui signifie instruction, information. Et là, on voit bien, là-haut, que par exemple, acte 4, l'auteur informe le metteur en scène que là, désormais, c'est l'acte 4 et que ça peut donner lieu à un changement de décor, par exemple. De même que la scène 1. Ici, on nous indique que c'est Don Juan qui parle. Voilà. Donc, je vous invite à avoir une idée assez large de ce qu'est une didascalie au théâtre. On voit bien à ce propos que le texte théâtral est un texte qui a une forme particulière parce que justement, ce qu'on disait au début du cours, c'est que c'est un support, c'est un outil. Et donc, euh, le texte théâtral n'est pas fait pour être élégant, pour être esthétique. La mise en scène n'est pas aussi belle, aussi étudiée que dans un roman, mais elle est censée être fonctionnelle. Donc dans un texte théâtral, il y a deux choses. Il y a les paroles que prononcent les personnages, et il y a l'ensemble de ce que les personnages ne prononcent pas, mais qui sont des indications laissées par l'auteur au metteur en scène et aux comédiens, qu'on appelle des didascalies. Donc je le répète, ce sont l'ensemble des informations de jeu ou de mise en scène rédigées par l'auteur à destination du metteur en scène et des comédiens. Voilà pour les didascalies. Je vous rappelle également ce qu'on a fait la dernière fois, qui est la structure de notre futur texte théâtral, la structure de notre futur Don Juan. Alors, en fonction de votre classe, ça pourra être une structure différente. Je vous invite à vous renseigner auprès de vos camarades. Mais dans ce cas présent, nous avions dit qu'en grand 1, c'était Don Juan qui repoussait Elvire. Donc là, scène commune à la pièce originelle. C'est-à-dire que Elvire sort tout juste du couvent, lui dit, entre guillemets, Don Juan, je suis prêt à vous épouser. Et Don Juan lui dit, oh là là, non, moi je me suis lassé de vous, j'en ai assez et je vais aller voir ailleurs. On peut comprendre que Elvire est folle de tristesse et ou de colère. Ensuite, on avait choisi de faire débattre Don Juan et Sganarelle sur l'existence de Dieu, parce que je vous rappelle que c'est parce que Don Juan ne croit pas en Dieu qu'il se croit possible de repousser Elvire et d'avoir un comportement immoral. Et donc, l'acte 2, on va devoir imaginer un débat sur l'existence ou non de Dieu entre Don Juan et son valet Sganarelle. Et à la fin de ce débat-là, c'est bien Don Juan qui va l'emporter, parce que Don Juan est un homme éduqué, est un homme qui a plus de faconde, de charisme que Sganarelle, et donc ses arguments vont l'emporter. Et donc Don Juan ne va pas se laisser convaincre par Sganarelle que Dieu existe, bien au contraire. Voilà ce qu'il nous faudra faire. Dans une troisième partie, Don Juan va continuer son chemin, il va rencontrer une paysanne nommée Charlotte, et d'une manière ou d'une autre, pour quelle raison on ne sait pas exactement, il faudra le décider plus tard, mais Don Juan va tuer Charlotte. Vous voyez que c'est quand même un personnage un peu assez violent, Don Juan, à ce moment-là. Ensuite, on va assister au retour d'Elvire, qui va tenter une dernière fois de convaincre Don Juan de renoncer à la débauche. On voit qu'il séduit des femmes, il n'hésite même pas à les tuer. Et là, Elvire, dans cette quatrième partie, elle ne vient pas pour essayer de séduire Don Juan, non, pas du tout. Elle vient pour essayer de le sauver, de sauver Don Juan, de racheter son âme, entre guillemets. Et Don Juan, bien sûr, on pourra décider, mais il va se moquer d'elle, ou dans tous les cas, il ne va pas tenir compte des arguments d'Elvire. Et à la fin, tout comme dans la pièce originale de Molière, notre Don Juan va être mis à mort, d'une manière ou d'une autre, il faudra décider comment, par la statue du commandeur. Voilà. Donc pour la prochaine fois, ce que je vous demande, c'est d'essayer de donner un petit peu vie à notre Don Juan, avant de nous attaquer à l'écriture elle-même et à décider ce qui va se passer dans les actes. Il faut d'abord se mettre d'accord sur quand se passe l'action.
Par exemple, moi je vous ai donné un exemple, ça pourrait se passer dans les années 90. Mais libre à vous de choisir autre chose, ça peut se passer dans le futur, même, au Moyen Âge, comme vous voulez. Où se passe l'action? Dans quelle ville? Quel pays? C'est très important ça, parce que ça change tout, le contexte social, selon les pays, les lieux, très différents. Et il va aussi falloir qu'on donne vie à notre Don Juan, en trouvant par exemple quel est son métier. Voilà. Dans le Don Juan de Molière, Don Juan étant un aristocrate, on peut supposer qu'il doit s'occuper de ses terres, mais il a l'air quand même bien désœuvré comme garçon, dans celui de Molière. Là, il faudra lui trouver un métier, ou alors on peut aussi imaginer qu'il soit rentier. Trouver trois adjectifs qui le définissent. Alors moi, ce que je vous ai proposé en exemple, c'est laid, beau parleur et violent, mais on peut imaginer un Don Juan au contraire très beau, mais un peu timide, qui a un pouvoir de séduction étonnant. Voilà, à vous de choisir ce que vous préférez. De plus, quel est son costume? Et c'est important le costume. Comme ça, avec un costume, Don Juan, on le visualise tout de suite sur une scène. Et je vous rappelle que le théâtre, c'est d'abord la scène. Donc, importance du costume de Don Juan. Donc, vous m'envoyez ça par mail pour jeudi, et les meilleures propositions que vous m'enverrez seront retenues pour construire la pièce de théâtre. Voilà. Merci de votre attention, et à jeudi.